Donc, bonjour à tous, normalement vous m'entendez. Voilà. Donc, je m'appelle Axel Richard, j'étais à votre place entre 2006 et 2009, donc dans cet amphi-là. Ça commence à remonter un petit peu. Et aujourd'hui, donc, je suis ingénieur et expert senior chez Orano Project. Donc je décrirai un petit peu mon parcours, je vous en dirai un petit peu plus après. Là, ce que je vous propose aujourd'hui, si ça vous va, c'est de faire ça en 3 parties. La première partie, c'est vous présenter un petit peu le cycle électronucléaire. C'est quoi le cycle du combustible? Ça va être la base en fait du reste. Si je dois vous parler de l'ingénierie du cycle, il faut connaître le cycle. Donc je vais passer un petit peu de temps là-dessus, peut-être 20 minutes. Moi, quand j'étais à votre place, je ne connaissais pas grand-chose. Donc, je me mets aussi à votre place. J'aurais aimé qu'on me présente ça. Donc, je vous le présente. Ensuite, je vais vous parler d'Orano, donc ex-Areva, enfin, une partie d'Areva, l'autre partie étant Framatome. Donc, d'Orano, et plus spécifiquement, et même quasi exclusivement, d'Orano Project, qui est la business unit d'ingénierie d'Orano. Voilà. Et pour la fin, donc là c'est quelques slides, mon parcours, qu'est-ce que j'ai fait, ça peut aussi vous intéresser. Voilà. Donc voilà, moi je vous propose de commencer sur le cycle. Donc c'est une brève introduction. Je ne vais pas prétendre tout maîtriser, loin de là, mais voilà. Donc je vais quand même vous présenter ce que j'en sais. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est une image du cycle du combustible. C'est une image que j'ai piquée à l'IRSN, qui se trouve dans des rapports sur Internet, que je trouve vraiment très bien. Il y en a d'autres, des images sur le cycle, mais ça, je la trouve vraiment très bien. Parce qu'on voit un petit peu les différentes usines, en fait. Chaque item ici, c'est un type d'usine. Et c'est quoi le cycle? En gros, c'est on suit le chemin de l'uranium, de la mine jusqu'au retraitement. Voilà, c'est ça le cycle du combustible, en passant par le réacteur, évidemment, qui n'est pas du tout, où Orano n'a quasiment aucune activité, ou très peu. Là, c'est plutôt EDF et Framatome, mais je vais quand même en parler un petit peu. Donc, c'est parti. Je ne vais pas tout détailler. Si j'ai bien compris, on n'a que 2 heures. On a 3 quarts d'heure. Donc, je ne vais pas tout détailler. Je vais en détailler 9 ou 10. D'un point de vue industriel. Vous n'attendez pas à ce que je vous donne la physique des choses. Si vous avez des questions, bien sûr, vous pouvez m'interrompre. Vous levez la main, je prends en cours ou à la fin, comme vous voulez. Vraiment, n'hésitez pas. J'essaierai d'y répondre. Donc, je ne vais pas forcément aller dans les détails physiques, mais vous pouvez quand même poser des questions. Je vais surtout aller dans le détail industriel, enfin, avoir l'angle industriel. C'est pour ça que je suis venu. Et en particulier, l'angle de vision d'Orano. Donc, on va commencer par la mine. Donc, en fait, ici, c'est le seul item, ici, enfin, quasiment le seul qui ne se passe pas en France. Donc, les mines, l'uranium, il faut l'extraire au début. L'uranium, donc, c'est un métal qui a le bon goût d'être assez abondant, à peu près partout, mais par contre en très faible teneur et sur des teneurs qui varient en fonction des sites. Donc on est sur des teneurs qui sont inférieures au pourcent, voire quelques pourcents, et de manière vraiment très exceptionnelle, supérieure à 10%. Donc ça, c'est des mines qui sont au Canada, qui sont extrêmement intéressantes à exploiter parce que très riches en uranium. Et bien sûr, les techniques minières pour extraire, les techniques d'extraction vont différer bien sûr en fonction de la teneur. Vous n'allez pas utiliser les mêmes types d'extraction en fonction de la teneur d'uranium que vous avez dans votre gisement. Les principaux pays qui produisent, donc qui en ont et qui produisent, c'est différent que d'en avoir, ceux qui produisent, c'est un peu partout sur la planète. Donc on retrouve le Canada, l'Australie, l'Asie centrale, l'Afrique bien sûr, et aussi la France dans le passé qui a des sites uranifères, mais qui aujourd'hui sont fermés car pas rentables à l'exploitation, notamment dans le Limousin. Voilà pour le premier transparent. Le deuxième transparent, c'est qu'est-ce qu'on fait à la mine. On fait ce qu'on fait dans une mine, on concasse, on broie, et après on fait de l'hydrométallurgie. Donc l'hydrométallurgie, c'est dissoudre le minerai, ça va être le purifier, le concentrer, ensuite le faire précipiter sous forme d'oxyde, et calciner tout ça pour obtenir en fait un concentrat qu'on appelle le yellow cake. C'est peut-être un mot que vous avez déjà entendu parler, qui ressemble à ça. Donc c'est des oxydes d'uranium, c'est un mélange d'oxyde d'uranium. Et c'est ça qu'on envoie en France. Voilà.
donc là, vous avez l'image d'une mine. Alors, vous savez que j'ai pas mis je ne sais pas où c'est, peut-être au Niger. Là, je n'ai pas mis la légende. Voilà. Comme quoi, il faut mettre les légendes. Voilà. Mauvais point. Après, j'ai des légendes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Donc là, on arrive en France. On arrive sur Malvézy et sur Pierre-Latte, donc dans le sud de la France. Vous voyez les deux sites industriels. Ici, on va encore purifier, les concentrés miniers pour obtenir un grade, une pureté nucléaire. Et on va transformer ça en hexafluorure d'uranium, donc en UF6. On va comprendre pourquoi, via 2 étapes de fluoration. Donc c'est des usines qui manipulent de l'acide fluorhydrique, donc c'est pas rien. Voilà, il y a des exigences autour de cette manipulation de ce produit-là, qui est un produit qui est quand même, qui nécessite des précautions dans la manipulation. Et on voit donc ça, c'est fait à CX2 à Pierre-Latte et à Malvézy, enfin Malvézy et en plus à CX2. Et donc la conversion en UF6 sous forme gazeuse, en fait, elle va nous permettre de passer à l'étape d'enrichissement. Vous allez voir, on va parler d'enrichissement juste après. C'est une chose qu'on ne peut pas faire à l'état solide. Vous allez comprendre très simplement pourquoi. En effet, ce UF6, en fait, il va nous permettre donc de concentrer l'uranium-235. Donc, quand vous trouvez un métal ou un élément dans la nature, en général, il se présente sous différents types d'isotopes, de par l'historique de sa création dans les supernovae ou par des désintégrations d'autres produits. Enfin, bref. Donc, vous avez comme ça plusieurs isotopes. Par exemple, pour le fer, il y a du fer 56, du fer 54 et du fer 57. Le fer 56 étant majoritaire. Le carbone, vous connaissez le carbone 12, le carbone 13, le carbone 14 qui est lui présent sous forme de traces, mais qui est connu. C'est pareil pour l'uranium. Vous avez de l'uranium-238, vous en avez beaucoup. Vous en avez plus de 99%. Quand vous prenez un tas d'uranium, vous avez plus de 99% d'uranium-238. Et vous avez 0,7% en moyenne d'uranium-235 et des traces d'uranium-234. Dans les réacteurs actuels, comme on utilise l'uranium aujourd'hui, donc hors surgénérateur, ça je ne vais pas en parler là, c'est pas le propos. Si vous avez des questions, on pourra l'aborder, mais ce n'est pas le propos ici. Donc, dans les réacteurs classiques, donc, notamment les réacteurs à eau légère, on utilise la fission de l'uranium-235. Donc, manque de bol, c'est celui qu'on a à 0,7%. Donc, il va falloir, pour les réacteurs que nous, on utilise, enrichir la part d'uranium-235 par rapport à l'uranium-238. Vous le savez, les isotopes, ils ont les mêmes propriétés. Bonjour. Ils ont les mêmes propriétés chimiques. Donc, on va s'appuyer finalement sur les différences en termes de propriétés physiques de ces isotopes-là. Donc, savoir la diffusion. Comme ils n'ont pas la même taille, ils ne vont pas diffuser pareil. Donc, les premières techniques d'enrichissement, celles qui étaient utilisées en France jusqu'en 2012 par Eurodif, dans le sud de la France, sur GB2 aussi, eh bien, on faisait de la diffusion gazeuse de l'UF6. Voilà, on comprend pourquoi on l'a mis sous forme de gaz. Donc, c'est des cathédrales en fait, d'unités de filtration successives. Et donc, c'est des parois poreuses. Et l'uranium-235, l'UF6 avec l'uranium-235 va passer mieux que l'UF6 avec l'uranium-238. Et si vous filtrez, au bout d'un moment, vous pouvez enrichir comme ça. Et l'autre technique aujourd'hui qui est privilégiée, c'est la deuxième technique, c'est les centrifugeuses ou l'ultracentrifugation, où là, on utilise pareil le fait qu'ils n'aient pas la même masse. Donc, si vous faites tourner un cylindre comme ça, eh bien, l'uranium-238 il va plutôt aller sur les périphéries, l'uranium-235 lui plutôt au centre préférentiellement. Donc, vous allez pomper au centre pour récupérer l'uranium-235 et vous allez passer dans une autre centrifugeuse juste à côté. Donc, on en a plein les unes derrière les autres. Donc ça nous permet d'obtenir un rapport d'uranium-235 qui nous va donc de quelques pourcents. Donc ça, industriellement, c'est fait aujourd'hui sur GB2, donc aussi dans le sud de la France, près de Tricastin. Voilà. Et qui est exploité par Orano toujours. Donc, quand je vous montre des sites industriels, c'est toujours exploité par Orano, sauf ceux par Framatome, mais ça, je vous le dirai, c'est juste après. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait en fait de l'UF6 qui a été enrichi en uranium-235 On va le reconvertir en oxyde, donc sous forme de poudre.
Et cette poudre d'oxyde, on va le friter, c'est-à-dire qu'on va en faire une céramique, voilà, tout simplement. C'est un processus pour faire une céramique. C'est ce que vous voyez là, hein. Je ne sais pas si vous saviez quelle était la nature du combustible nucléaire qu'on mettait dans les centrales, c'est ça là. Vous voyez la souris ? Non, pas du tout. Voilà. C'est ça. C'est ça, hein. C'est ça le combustible nucléaire. Donc c'est un pellet, une pastille en français. Donc c'est une céramique, un polycristal du O2, donc d'oxyde d'uranium. Et voilà, ça fait à peu près 8 mm de diamètre, je crois 1 cm de haut. Et ça, en fait, on va les empiler dans des crayons. Alors, j'ai pas de schéma de crayon, mais c'est voilà, un crayon, c'est ça. C'est un tube qui fait 4 mètres de haut. On va en empiler 300 pastilles comme ça dans les crayons. Et ces crayons-là, on va les réunir dans des assemblages. Donc ça, c'est un assemblage. Et on met un peu plus de 250 crayons par assemblage. C'est ce truc-là, c'est cet objet-là qu'on va manipuler dans les réacteurs et qu'on va promener après dans le reste du cycle, comme on va le voir. Donc ça, c'est pas fait par Orano, c'est fait par Framatome à Romans-sur-Isère, donc sur l'usine FBFC, voilà, la franco-belge de fabrication du combustible. Et ça, voilà. Donc c'est ce qu'on va mettre dans un réacteur, donc dans une cuve. Là, ce que vous voyez, en fait, c'est l'assemblage qu'on a vu juste avant. Donc on le met dans des racks, entre guillemets, on va mettre dans la cuve. Donc là, vous voyez une cuve d'un réacteur nucléaire avec le couvercle retiré. Là. Il y a un couvercle dessus, mais là, il n'est pas en fonctionnement, donc on retire le couvercle. Et voilà, donc vous allez faire votre maintenance, vous allez retirer ces assemblages, vous les remettre, les déplacer. Un assemblage, il va rester plusieurs années, 4 ans, je crois, en moyenne, dans le réacteur. Là, vous voyez une cuve, là, à côté, donc c'est le 3D de la même chose, mais là, avec le couvercle par-dessus. Ça sert à quoi, ça ? Ça sert à faire chauffer de l'eau. Voilà. Je ne sais pas si vous savez comment on produit de l'énergie. Je ne sais pas si j'avais su à votre âge. Donc, je dis, ce qu'on fait, c'est on chauffe de l'eau, c'est tout. Donc, pour produire l'électricité, à part le photovoltaïque, c'est quasiment toujours la même chose. C'est on fait tourner un alternateur, une turbine qui entraîne un alternateur. Et c'est comme ça qu'on qu'on crée de l'électricité. Donc, pour faire tourner la turbine, ça peut être une éolienne, ça peut être un moulin ou une turbine dans un barrage. Ça peut être, on chauffe de l'eau, on fait tourner une turbine comme ça. Donc, et on chauffe par de la géothermie, par de la biomasse, par du gaz, par du charbon ou par du nucléaire. Je ne sais pas si vous saviez ça. Je ne suis pas sûr que vous le savez à votre âge, parce que le nucléaire c'était peut-être un peu loin. Mais voilà, on fait juste que chauffer de l'eau, entre guillemets. Ce qui change par rapport aux autres technologies, c'est ce qu'il y a là, quoi. Donc là, c'est pas tout cassé, un réacteur nucléaire, donc une cuve. Voilà. Donc ça, c'est pas géré par Orano non plus. C'est Framatome pour l'ingénierie et puis EDF, l'exploitant. Donc là, je reviens sur des choses Orano. Qu'est-ce qui se passe après le réacteur ? Donc après 4 ans en fait, de séjour de ces fameux assemblages dans la cuve, on va le retirer, on va le faire refroidir dans des piscines déjà quelques années à côté du réacteur. Donc, quand j'entends faire refroidir, c'est que vous avez plus de fission en fait quand vous n'êtes plus dans le réacteur. Par contre, vous avez créé des actinides, mineurs, des produits de fission qui, eux, pour ceux qui font de la subatomique, vont descendre, dans la vallée de la stabilité, ils vont émettre. Et au début, ça émet beaucoup, quoi. Donc, vous laissez refroidir. Donc, c'est ça qu'on appelle refroidir. Et donc, ça dégage de la puissance thermique. C'est ça qu'on appelle refroidir les assemblages usés après passage en réacteur. Donc, après quelques années, hop, on les envoie sur l'usine de La Hague. Donc, c'est là où moi je suis situé. Donc voilà une des piscines de l'usine de La Hague. Donc c'est des grandes piscines où on va stocker donc, des assemblages, donc là, des paniers où vous allez mettre vos assemblages. Donc là, vous voyez, en fait, on retrouve une alvéole et on va mettre nos assemblages de 4 mètres de haut là-dedans. Donc 3 x 3 pour ce panier-là. Donc on met 9 assemblages et c'est ça qu'on va bouger dans les piscines. Je vais détailler un peu plus après. Donc je vais détailler un peu plus après ça. Voilà l'usine de La Hague, enfin, une partie de l'usine de La Hague, donc c'est dans le Nord Cotentin, vraiment super région, moi j'adore. Et donc qu'est-ce qu'on fait après avoir stocké ça en piscine ? On va valoriser ce qui est valorisable. Donc on va récupérer l'uranium et le plutonium et le reste, donc les produits de fission essentiellement, les actines mineures aussi, on va les conditionner sous forme de déchets ultimes aujourd'hui.
comme j'ai dit, je ne parle pas de surgénération pour l'instant. Je vais faire un zoom après sur comment fonctionne cette usine. Voilà, je vous ai promis que je parlerais un peu d'ingénierie. Donc je vais faire un zoom là-dessus. Mais avant ça, voilà, quelques pourquoi on fait ça, pourquoi on ne stocke pas bêtement, pourquoi on a un programme de retraitement, pourquoi on ne met pas ça juste dans un coin. Il y a plusieurs avantages. Déjà, on récupère l'uranium. Donc on a l'uranium de retraitement, URT, qu'on peut réenrichir, URE, et qu'on peut remettre dans les centrales. Aujourd'hui, on ne le fait plus, parce que ce n'est pas rentable. Si l'uranium redevient plus cher, ça redeviendra peut-être rentable, et on pourra réutiliser notre URE, notre URT. Et on peut faire du MOX. Ça, c'est peut-être quelque chose, vous avez entendu parler. Donc le MOX, c'est comment utiliser le plutonium, et ça, on va le voir dans le slide après. Donc il y a un avantage déjà sur la valorisation de la matière. Et l'autre avantage, c'est qu'on va réduire la toxicité des déchets. Donc c'est ce qu'on voit là. Ça, c'est sur votre assemblage usé. Vous avez une part de FP, Fission Product, donc les déchets ultimes, une part plutonium et une part d'uranium en termes d'activité. Les ciels vertes, c'est vraiment l'activité, la dangerosité, si je puis dire, radioactive de la matière. Donc si vous enlevez l'uranium et le plutonium, déjà vous enlevez une grosse partie de la toxicité, de la radiotoxicité, si je puis dire. Et en plus, ça va mettre moins de temps à décroître et à redevenir un déchet conventionnel. C'est ce qu'on voit ici, très mal d'ailleurs. J'aurais dû le faire plus gros. Mais on voit, voilà, là vous avez les unités de temps. Donc on se balade quand même en plusieurs milliers d'années. Et donc la courbe bleue, c'est si on ne retraite pas, si on met ça bêtement dans un trou. Et si on retraite, eh bien, on voit que ça décroît, il y a vraiment presque plus d'un ordre de grandeur entre les deux, ça décroît beaucoup plus rapidement. Donc deuxième avantage. Il y a une question? Non? N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions, vraiment, n'hésitez pas. Donc là, bon, je vais quand même aller au fond de ce slide-là. Voilà, donc sur un assemblage, quand même, ça va vous donner quelques valeurs. C'est l'assemblage qu'on voyait tout à l'heure. À la fin, quand il est prêt à être passé en réacteur, donc vous avez 4% de déchets ultimes. Il vous reste 95% d'uranium. Donc on voit quand même que c'est pas rien, quoi, hein. On est loin de tout brûler, quoi. Et puis du plutonium, 1%, qu'on va aussi là utiliser dans les MOX. Bah, c'est parfait, c'est le slide d'après. Ouais, ça, je ne me trompe pas. Donc ce plutonium, en fait, on le renvoie sous forme d'oxyde à mélox. Et c'est pareil, ça je ne vais pas le détailler, enfin je pourrais le détailler, mais on va refaire un procédé de fritage. Donc on va refaire une céramique avec, on va le mélanger avec de l'uranium appauvri. Je n'ai pas détaillé, mais là, quand vous enrichissez ici, là, à un moment, il y a un aiguillage. Donc, forcément, vous créez aussi de l'uranium appauvri. Ça, donc, c'est des stocks stratégiques, parce que là, on peut en faire du MOX, on peut en faire aussi l'utiliser dans la surgénération. C'est l'avenir du nucléaire, l'un des avenirs du nucléaire. Et donc, en fait, c'est pareil, vous refaites une céramique, c'est quasiment le même procédé, sauf que vous êtes sur de la matière radioactive. Alors que l'uranium qu'on a vu tout à l'heure, vous pouvez le tenir, c'est une toxicité chimique, il ne faut pas le manger, quoi. Mais moi, quand j'étais au CEA, on le tenait dans la main avec des gants, quoi. Le MOX, non. Là, il y a du plutonium, là, ça se gère sous forme de boîte à gants. Donc c'est tout un savoir-faire de gestion là, en boîte à gants pour créer ce combustible MOX. Ça, c'est aussi Orano qui le fait. Donc là, on voit un opérateur qui manipule en boîte à gants je ne sais quoi, mais c'est typiquement un exemple de boîte à gants. Donc vous voyez, c'est pas facile, c'est un savoir-faire pour pouvoir créer ce combustible MOX. Et j'ai fait le tour. Je ne peux pas du tout maîtriser le temps. J'espère que ça va pas. Normalement, c'est bon. Donc je peux aller dans le détail de l'usine, de l'établissement de La Hague, donc exploité par Orano. Donc, qui se trouve dans le Nord-Cotentin, c'est la Manche, là, en Normandie. Et donc, si vous vous rappelez, c'est là où on a les grandes piscines, et c'est là où on va gérer notre combustible nucléaire usé. On va récupérer plutonium, uranium, et mettre les déchets ultimes de côté. Donc, je vais vous détailler un petit peu cette étape-là. Donc là, bon, je sais pas ça, j'ai plein d'autres slides après là-dessus. Mais en gros, voilà, les grandes étapes, c'est
Déjà, on entrepose dans les piscines que vous avez vues. Cet assemblage, on va le cisailler, on va dissoudre la matière, et après, on va séparer d'abord l'uranium et le plutonium du reste, donc des produits de fission. Et après, on va séparer l'uranium et le plutonium. Donc c'est parti, let's go. Là, ce qu'on voit, c'est comment le combustible arrive sur la Hague. Donc il arrive là-dedans. Donc ça, c'est des emballages. C'est une BU, une business unit d'Orano qui s'occupe de ça. Donc c'est pas juste des emballages vite fait. C'est vraiment, il y a tout un savoir-faire d'ingénierie derrière aussi. Ça résiste à la chute de plusieurs mètres de haut. Il y a des petites, là, ce que vous voyez, c'est des petites ailettes en fait de refroidissement. Il y a une puissance thermique encore de ces objets-là, donc qu'il faut pouvoir dégager. Et ça arrive donc sur camion, enfin par train ou par route, mais sur la Hague, entre Valognes et La Hague, ça arrive dans ces camions-là. Donc une fois qu'on a ça, on retrouve donc là notre emballage qui est ici, c'est la photo qu'on vient juste de voir avant, et on va décharger les assemblages. Je vais utiliser la souris, je crois que c'est grand. Voilà, on va décharger nos assemblages là qu'on reconnaît, hein, c'est vraiment ce qu'on voyait tout à l'heure. Donc il y a plusieurs types de déchargement que je ne vais pas détailler ici, à sec ou sous eau, mais voilà, on le décharge et on va le mettre donc dans ces paniers, et ces paniers dans ces piscines. Donc c'est des piscines qui font à peu près 9 mètres de profondeur, sachant que voilà, ces objets-là, c'est à peu près 4-5 mètres de haut. Vous avez plusieurs mètres. En fait, c'est la protection radiologique. Hein. Vous pouvez vous balader à côté. Moi, je suis même allé en dessous. Il y a certaines piscines où vous pouvez aller en dessous de la piscine. Donc on a notre combustible ici qui est entreposé en piscine, qui va séparer, rester quelques années avant d'être retraité. Voilà, donc ça, on l'a déjà vu. Maintenant, on va dans des trucs dont je n'ai pas encore parlé. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, voilà, on va sortir un assemblage. On va d'abord le cisailler. Donc, on a des cisailles. Donc, tout ça, c'est vraiment, il y a énormément d'ingénierie derrière, ce que j'essaie de vous montrer. Donc, on va cisailler ce combustible. Donc là, on voit donc l'assemblage qui rentre dans la cisaille. Donc, on va couper l'assemblage et on va obtenir des petites, enfin là c'est des coques, mais des petites sections de crayon. Et dans chaque section, donc on va avoir la céramique, donc l'oxyde d'uranium plus les produits de fission et le plutonium qui est dedans. Et on va aussi avoir des gros embouts qu'on va traiter à part. Donc ça, on va le cisailler. Le slide d'après, non pas encore. Donc on va le cisailler et on va faire tomber les gros embouts qu'on va gérer à part, on va les faire tomber dans une trémie, et les petites sections de crayon, on va les faire tomber dans une autre trémie qui va arriver dans une roue à godet. C'est ce que vous voyez là. Donc ça, c'est une roue qu'on a changée récemment, quelques années. Et cette roue, en fait, elle tourne dans une cuve qu'on ne voit pas ici. Et cette cuve, dedans, il y a de l'acide nitrique qui est proche de l'ébullition. Et l'acide nitrique, en fait, va dissoudre toute la céramique. Donc, tous les PF, l'uranium, le plutonium passent en solution liquide. À la fin, il ne reste plus que les gaines des crayons qui sont, elles, en zirconium, qui, lui, ne bougent pas en milieu nitrique, quoi. Ils ne bougent pas. Donc, c'est pareil. Donc, on se retrouve avec deux objets à traiter. Un jus liquide qui contient, je caricature, mais tout le tableau de Mendeleïev, c'est la caricature, mais qui contient donc nos produits de fission, nos actinides, et puis un déchet plutôt métallique qu'on va traiter à part. Donc, let's go. Voilà, normalement j'aurais dû utiliser ce slide-là pour dire ça. Donc on va parler des deux. Donc je vais commencer par la voie pour traiter les déchets métalliques qu'on a vus juste avant. Donc en gros, les petites gaines, notamment les coques en zirconium. Oui, pardon. Ah oui, allez-y. Ouais. Alors ça va être vraiment les crayons qui vont retenir la barrière. C'est vraiment le crayon, la gaine en zirconium. L'eau, elle est là pour une barrière radiologique. Ça émet. Donc en fait, on peut se mettre au bord de la piscine. L'eau, elle arrête tout. Première, donc barrière radiologique. Et le deuxième effet, c'est la puissance. C'est vraiment refroidir voilà, les combustibles qui, eux, qui ont encore une puissance thermique résiduelle, bien moindre que ce qui se passe en réacteur, mais qui est encore là. Donc il faut les refroidir. Surtout quand ça arrive sur la Hague, ça fait déjà plusieurs années qu'ils sont sortis du réacteur. Donc là, ils ont une puissance thermique qui est bien moindre, que ce que vous avez même à la sortie du réacteur. Donc voilà, ça va être la barrière radiologique plus le refroidissement thermique
donc c'est des eaux qui sont extrêmement maîtrisées, c'est quasiment de l'eau distillée, enfin, il y a des unités de traitement, il y a énormément d'ingénierie aussi derrière ça, c'est vraiment très intéressant. Puis c'est des volumes voilà, qui sont importants, donc c'est vraiment voilà, l'ingénierie pour l'industrie. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Du coup, voilà, donc là, on revient sur justement sur ces barres de confinement, donc les coques, on appelle ça des coques, elles et puis les embouts. Donc c'est la même chose pour les deux. On va les rincer. Ensuite, on va les trier. C'est un peu comme dans votre machine, pas à café, mais la machine pour distribuer les bonbons, tout ça. C'est un peu le même système. C'est un truc qui tourne et qui va en fait permettre de pouvoir doser en fait les gros objets qui eux vont pas tomber à travers la spirale. Les coques vont vraiment tomber à travers la spirale et eux les objets vous allez pouvoir les faire avancer comme vous voulez et faire un dosage coque-embout qui est maîtrisé. Et tout ça, vous mettez ça dans des étuis. Les étuis, vous les mettez dans une presse, vous les compactez et vous obtenez des galettes. Et ces galettes, vous allez les mettre dans des CSD, donc des colis de déchets. Ici, voilà, vous avez des galettes. Donc c'est des galettes, vraiment, c'est du métal comprimé. Et vous allez mettre ça, donc empiler ça dans des colis de déchets. Donc là, on arrive à la fin de la partie de traitement de ces déchets métalliques. Voilà, donc je reviens un petit peu en arrière sur la solution. Donc vous vous souvenez, on a cisaillé, on a mis ça dans une roue à godet, on a dissous la matière. On a parlé donc de ce qui n'était pas dissous. Maintenant, je reviens sur ce qui a été dissous. Donc c'est sous forme nitrique. Donc c'est l'usine de Hague, c'est une usine chimique, quoi. C'est une usine chimique. C'est vraiment de la chimie, mais avec de la matière radioactive, donc dans des zones 4, donc des zones où on n'a pas forcément accès humainement. Donc c'est ça qui est aussi intéressant d'un point de vue ingénierie. Donc ce jus nitrique, en grosso modo, j'ai quelques slides pour le détailler, mais grosso modo, on va d'abord extraire l'uranium et le plutonium du reste, donc les produits de fission, et ensuite on va, donc c'est une co-extraction, et ensuite on va extraire l'uranium et le plutonium l'un de l'autre. Donc ça se fait c'est l'extraction liquide-liquide. Donc vous avez une phase aqueuse et une phase organique. Et en fait, l'uranium et le plutonium, eux, ils vont préférer la phase organique. Donc ils vont passer dans la phase organique. Et les produits de fission, eux, ils n'aiment pas la phase organique, donc ils vont rester dans l'acide nitrique. Ensuite, donc les fluides organiques qui contiennent l'uranium et le plutonium, vous allez refaire cette même stratégie pour séparer l'uranium et le plutonium. Vous allez juste changer le numéro d'oxydation du plutonium, vous allez le réduire pour qu'il change son affinité à la phase organique. Et en fait, en le réduisant, en changeant son numéro d'oxydation, il va moins aimer, on va avoir moins d'affinité avec la phase organique. Et avec cette technique, avec ce procédé, c'est vraiment du procédé, vous allez pouvoir extraire l'uranium et le plutonium. Voilà. À la fin, vous obtenez donc de l'uranium, du plutonium et des produits de fission. Donc là, j'ai un slide pour chaque, voilà, pour vraiment faire le tour. Donc l'uranium, d'abord. L'acide nitrique, l'uranium, vous allez refaire une réétape de purification. Vous allez concentrer et vous allez conditionner ça sous forme de nitrate d'uranyle que vous allez envoyer à Tricastin. Et ils vont faire des opérations de dénitration et ils vont transformer ça sous forme d'oxyde. Et là, on a notre URT. C'est vraiment l'uranium de retraitement de tout à l'heure. Le plutonium, lui, c'est quasiment pareil. On va purifier, précipiter, et c'est pareil, on va le mettre sous forme d'oxyde, sauf que ça va se passer sur l'aigue directement. Donc on va calciner et on va mettre ça dans des étuis. Alors, c'est pas pareil que l'uranium, parce que le plutonium, lui, il est fissile, donc il peut y avoir il y a des exigences de criticité. Donc la géométrie, en fait, pour venir à bien pour remplir ces exigences, la géométrie des cuves, c'est pas des cuves, quoi. Ça va être des cuves annulaires, ça va être des objets de procédés qui ont des géométries particulières pour pas dépasser la masse critique pour le plutonium. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Dernier slide sur le sujet. Les produits de fission, eux, c'est les fameux déchets ultimes. Eux, on va les concentrer. On va les calciner après un dosage. Et le calcinat, les cendres qu'on obtient, on va les mélanger à de la frite de verre, voilà, qu'on va faire fusionner. Et on va vraiment, c'est une opération de vitrification. Et on va couler ça, c'est pareil, dans des colis, le même format que ce qu'on a vu juste avant.
sachant que la vitrification, en fait, on n'enrobe pas le déchet, on n'enrobe pas les produits de fission, ils vont faire partie de la composition du verre. Pas pareil. Donc, comme ils font partie de la composition du verre, vraiment, ils sont liés chimiquement, voilà, c'est un des composants du verre. Et bien forcément, ça augmente vraiment les propriétés de stabilité thermique, de durabilité chimique et de tenue à l'auto-irradiation. Donc ça, c'est un avantage du procédé de vitrification. Et je crois que c'était mon dernier... Alors ça, c'est mon dernier slide sur référence, mais c'était mon dernier slide vraiment sur le cycle du combustible nucléaire. Et c'est là-dessus que je vais bâtir le reste de la présentation. Je ne suis pas venu là pour finalement vous présenter le cycle, plutôt vous parler de l'ingénierie. Il y a plein de références, vraiment. Là, tous les schémas que vous avez vus, je les ai quasiment presque tous pompés de la vidéo qui a été faite, qui est sur le YouTube d'Orano Lag. Enfin, elle est vraiment géniale, cette vidéo. Si vous n'avez pas tout compris ce que j'ai dit, n'hésitez pas à aller la voir. Donc là, il y a le lien, sinon vous allez sur le YouTube d'Orano, vous la retrouverez. Elle est vraiment géniale, cette vidéo. Il y a d'autres vidéos, Orano DS, Thémis, donc les chaudronniers, le HRB, l'eau de recherche, j'en reparlerai après. TN, c'est ceux qui font les emballages, les transports qu'on a vus. Je crois qu'il y a des vidéos où ils les font chuter de plusieurs mètres. Donc si vous voulez voir ça, Melox, comment fonctionne Melox, j'en ai pas parlé. Donc il y a la vidéo. Il y a aussi des vidéos sur Oranomed, ça j'en reparlerai peut-être un petit peu après. Je trouve que il y a vraiment énormément, il y a plusieurs centaines de vidéos. Et les autres types de vidéos qu'il y a sur cette chaîne-là, c'est des interviews d'ingénieurs et d'opérateurs. Et c'est vraiment, vous avez des interviews de gens de la sûreté, donc le maire des métiers, maire ou le père, je ne sais pas, l'un des métiers principaux chez nous, des gens qui font du calcul mécanique, des gens qui font du machine learning. Je ne vais pas en parler, mais si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Des ingénieurs de la radioprotection, du démantèlement. Donc tout ça, il y a des interviews à aller voir. Si vous avez vraiment faim de références, il y a plein d'informations dans les rapports d'activité, les rapports d'information des exploitants, donc d'Orano, EDF, et aussi des autorités de sûreté, de l'IRSN. Il y a vraiment, quand on parle de transparence, c'est quand vous cherchez l'info, vous le trouvez sur Internet. N'hésitez pas à y aller si ça vous intéresse. Voilà, je cite aussi des références de nos amis du CEA. Les monographies du CEA qui sont absolument géniales, si ça vous intéresse, allez dedans. Et voilà, ça c'est le bonus pour les gens qui font de la subatomique. Le CEA a fait une super vidéo sur la validité de la stabilité, donc comprendre tout ce qui est radioactivité avec un regard sur la vallée de la stabilité. Franchement, si vous faites subatomique, vous voyez cette vidéo-là, elle est absolument géniale, quoi. Donc vous tapez vallée de la stabilité, CEA sur YouTube et vous la verrez sortir. Sinon, je l'enverrai bien sur les slides et vous pourrez récupérer les références. Alors je vais passer maintenant au cœur de la présentation. Mais voilà, si y a des questions, on pourra prendre d'autres questions après, mais si... Ah, allez-y. Je me demandais, quand vous avez présenté, quand vous parlez des MOX, vous avez dit que les ouvriers travaillaient avec les mains protégées. Je me suis demandé, est-ce que vous avez réfléchi, l'entreprise Orano avait réfléchi au fait de mettre des mains robotisées contre la distance? Ouais. Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a ça. Après, le plutonium, il faut regarder faut mettre en face le bon moyen en face du bon besoin. Vous pourriez mettre des robots, des trucs comme ça. Sur l'AG, il y a ça, en fait. Je vais y revenir. Mais sur le plutonium, vous n'avez pas besoin, en fait. Ça va être surtout de la radioactivité alpha, et finalement, des gants suffisent. Le vrai danger, c'est que c'est pulvérulent, et il ne faut pas l'absorber, il ne faut pas le respirer, faut pas... Donc là, des boîtes à gants suffisent dans la plupart des cas sur le puits. Après, je ne suis pas un expert de Melox. Si ma chef était là, ce serait mieux. Voilà, je pense que dans la plupart des cas, c'est ça. Sur la Hague, là où on va vraiment utiliser des bras robotisés, alors des bras mécaniques, mais aussi des bras robotisés avec de l'électronique, mais aussi des bras, c'est du génie mécanique, c'est des bijoux qui sont uniquement faits sans électronique à l'intérieur, donc avec un bras esclave dans la cellule où on ne peut pas accéder humainement. Par exemple, pour les déchets, pour tout ce qui est PF, là, vous avez de l'irradiation, là, il faut un mur entre les deux. Là, hein. C'est pas une boîte à gants, ça ne suffit pas. Et donc, vous avez des bras, vous avez des fourreaux, vous avez vraiment toute une technique. Vous avez même des drones. Si vous cherchez sur Internet, tapez Orano Drone, je crois qu'on a gagné un prix là-dessus. Donc, c'est les gens du HRB qui ont... Donc, on met des drones dans la cellule.
Pourquoi, je vais encore plus loin, pourquoi on met ça? Finalement, parce qu'on a des équipements de procédé, voilà, c'est des cuves qui concentrent avec des pompes, alors c'est souvent gravitaire quand même. Donc en fait, on n'a pas besoin d'y accéder, quoi. On y accède, c'est surtout pour faire des contrôles. Pour faire des contrôles d'ultrasons, parce que l'acide nitrique, c'est corrosif. Donc il y a un équipement, ça se corrode. Voilà. À part si vous mettez du zirconium ou des matériaux extrêmement onéreux, des fois on préfère mettre plutôt des inox qui vont durer que 30 ans. Voilà, on les dimensionne à 30 ans, mais il faudra le changer 30 ans après. Donc ça, on fait appel au DEM. Et donc on fait des contrôles. On fait des contrôles. De toute façon, on est pour nous, pour l'exploitant, parce que lui, il veut savoir quand est-ce qu'il doit changer son équipement, parce que sinon l'usine s'arrête. Et aussi pour les autorités. Je dis ça, c'est que c'est pas que pour les autorités qu'on fait ça, quoi. C'est aussi pour l'exploitant. Lui, il veut savoir quand est-ce qu'il doit remplacer son équipement. Donc on a intérêt à les suivre. Donc là, tu introduis des perches par des fourreaux et tu vas faire par exemple des contrôles ultrasons pour faire des contrôles d'épaisseur. Comment tu calcules l'épaisseur d'une paroi, d'une cuve qui contient par exemple de l'acide nitrique avec des produits de fission qui sont dedans et qui sont chauffés. Eh bien, tu fais des contrôles avec des palpeurs ultrasons, donc qui envoient un petit ultrason dans la paroi métallique. Voilà, qui fait 1 cm d'épaisseur. Et en fait, l'ultrason, il va rebondir. Et puis, avec le temps de vol, vous pouvez déduire l'épaisseur. Donc ça, c'est extrêmement utilisé dans l'industrie. Et nous, on l'utilise aussi, mais sauf que c'est au bout de perches dans certains cas. Pas tous les cas. Donc voilà. Et l'autre utilisation aussi, c'est pour faire le DEM. C'est que des fois, il y a un équipement, faut produit de fission. C'est un équipement, peut-être je vais en reparler, sur lequel moi j'ai travaillé. Je fais des expertises. Mais voilà, il faut le démonter. Donc au début, vous y allez forcément par des... Alors là, c'est vraiment des bras robotisés high-tech pour découper votre équipement au laser et puis après assainir la cellule. Il y a un assainissement de la cellule pour la réutiliser. Merci. Allez-y, plein de questions, c'est parti. Oui, je voulais savoir quel était l'ordre de grandeur de la chaleur produite par les assemblages dans le cas de la piscine de La Hague. Est-ce que c'est évacué ou valorisé? Alors, cool, une question à laquelle je ne peux pas répondre. Donc les ordres de grandeur, non, je ne suis pas ingénieur en thermique, je pourrais pas vous dire. Je ne sais plus combien de mètres cubes on évapore par jour. Enfin, même cette grandeur-là, je ne l'ai pas en tête. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Après, valorisation, non. C'est pas. Je pense que les moyens que tu mettrais en œuvre, en fait, tu les récupérerais pas derrière, quoi. Ou alors pour chauffer 2-3 radiateurs dans les bâtiments de l'ingénierie juste à côté, pourquoi pas? Je crois que il y a des choses comme ça. Je ne sais plus si c'est qu'il y a d'arrache. Je ne vais pas dire de conneries, mais certains réacteurs d'essai où ils récupèrent la chaleur, il me semble. Mais voilà, si tu dois mettre, déjà la place est chère, quoi. Et en plus, voilà, les moyens que tu vas mettre en œuvre, vaut mieux payer ta facture chez EDF pour faire chauffer tes radiateurs. Donc, non, c'est une excellente question. Mais dans le cas des piscines de Hague, je pense, je n'ai pas l'expertise pour te répondre, mais mon sentiment, qui n'est pas objectif, donc, qui s'appuie pas, mon sentiment, c'est que ça ne serait vraiment pas rentable, quoi. Voilà. Non, pas du tout. Donc mais par contre, la chaleur doit être évacuée. Donc tu as des circuits de refroidissement, tu as des aéros que tu peux voir. Donc tout ça, c'est de l'ingénierie aussi pour refroidir les piscines. Donc, les piscines sont refroidies et purifiées. Et une autre question? Ouais, je vais pouvoir. Moi, j'en ai 3 des questions. Ouais. Déjà, vous disiez que les déchets, là, vous aviez de l'uranium. Et donc ça, est-ce que vous est-ce que vous l'utilisez encore de nouveau en l'enrichissant? Alors l'uranium, du coup, c'est pas un déchet. Oui, c'est pas un déchet. Alors c'est une super bonne question. Donc l'uranium de retraitement qui sort de La Hague, on l'a utilisé, on l'a réenrichi et on l'a utilisé. Je crois que c'est sur la centrale de Cruas. Mais ça fait quelques années au moins qu'on le fait plus parce que l'uranium minier était vraiment pas cher, quoi. Donc c'était plus rentable de le faire. Donc tu le gardes dans un coin et ça te fait un stock stratégique. Ça, c'est l'URT. Ouais. Tu as aussi l'uranium appauvri qui, lui, tu peux en faire des quilles de bateau, tu peux en faire des paratonnerres, parce que c'est extrêmement dense. Donc je ne sais pas si vous connaissez ces exemples-là. Mais c'est aussi extrêmement intéressant pour les surgénérateurs. C'est un stock stratégique, on saura faire des surgénérateurs, par exemple des réacteurs à sel fondu. Nous, ça nous intéresse beaucoup, donc on commence à regarder ça. Et ça, là, les stocks, autant, vous le savez peut-être, mais l'uranium traditionnel, vous en avez pour quelques 50, 100 ans de réserve
Surtout si les autres pays s'y mettent. Le nucléaire, aujourd'hui, elles vont en poupe. Donc les réserves d'uranium, vous n'en avez plus que pour un siècle, en gros. Et donc, si vous voulez étendre ça, vous faites des surgénérateurs. Donc là, vous mettez des neutrons rapides, c'est plus les mêmes neutrons. Là, vous allez l'uranium-238, en fait, il n'est pas fissile, mais il est fertile. C'est que si lui, quand il absorbe des neutrons à forte énergie, il va se désintégrer en d'autres actinides et en actinides fissiles, notamment du plutonium-239, si je me trompe pas, qui lui, hop, peut être cramé. Donc ça, c'est d'autres technologies qu'on développe aujourd'hui. Alors, il n'y a pas qu'Orano, c'est des consortiums, CNRS, CEA, il y a vraiment énormément d'acteurs dans ce domaine-là, et c'est extrêmement intéressant. Donc nous, Orano se positionne aussi là-dessus, bien sûr. J'ai dévié de votre question, mais donc l'uranium, donc vous avez l'URT, qu'aujourd'hui on pourrait réutiliser, mais qu'on ne réutilise pas, parce que ce n'est pas rentable, et la pauverie qu'aujourd'hui, on garde bien dans un coin, quand un jour, si les politiques le décident, on pourra utiliser dans des surgénérateurs. Ouais. Et donc, il n'y a pas des problèmes d'approvisionnement parce que vous parliez de Niger, de Russie comme pays producteur. Et ouais, là, c'est une très bonne question, surtout avec la géopolitique actuelle. Bah non, parce qu'en fait, c'est l'avantage du plutonium, c'est l'avantage de l'uranium, contrairement à d'autres métaux. C'est vraiment réparti. Il y a l'Australie, il y a le Canada. Les plus grosses mines sont au Canada, quoi. Il y a le Kazakhstan. Vous entendez, on parle beaucoup du Kazakhstan. C'est aussi parce que le Kazakhstan, vous avez des Orano et au Kazakhstan. Orano et au Canada. Donc non, aujourd'hui. Après, moi, je ne suis pas BU Mine. Hein, puis bon, il y a sûrement des NDA, des trucs confidentiels, que je ne sais pas. Mais aujourd'hui, le discours qui nous est donné par nos dirigeants, c'est a priori pas de problème. Et je ne les vois pas mentir. À nous, je ne leur vois pas nous balancer des bobards à nous, quoi. De toute façon, ils ne balancent pas de bobards, pas dans le nucléaire, sinon ils seraient vite rattrapés par les autorités. Mais donc non, aujourd'hui, non, il n'y a pas de... Alors si le Canada fermait ses mines, que le Kazakhstan fermait ses mines et tout, ouais, au bout d'un moment, il faudrait peut-être ouvrir les mines dans le Limousin, je ne sais pas. Mais mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Je parle un peu crûment, j'oublie des fois que je suis filmé, donc j'espère que vous retirez certains passages au montage, monsieur. Je fais confiance. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je continue. Et on arrive sur la partie ingénierie, donc j'ai... non. Sinon, vous criez. Hein. Donc là, on arrive sur le groupe Orano. Donc le groupe Orano, il est divisé en plusieurs business units, donc plusieurs activités. On a vu les usines tout à l'heure. Donc il y a l'activité mine. C'est vraiment Orano Mine, c'est ceux qui exploitent les mines, qui commercialisent l'uranium et qui après donc font le réaménagement des mines une fois qu'elles sont fermées. Donc ça, c'est Orano Mine. On a la partie conversion et enrichissement. Donc c'est Orano, l'exploitant Orano qui exploite donc les usines de conversion, donc en UF6 qu'on a vu tout à l'heure, UF4, UF6 et GB2 pour la partie enrichissement. On a Orano Recyclage qui exploite l'usine de La Hague et l'usine Melox. Donc là, vraiment, en gros, les trois premiers, là, c'est vraiment des exploitants purs et durs. Et là, après, là, c'est un peu plus transverse. On a les activités de démantèlement qui sont extrêmement importantes pour nous. C'est vraiment un savoir-faire important parmi d'autres, mais un savoir-faire important d'Orano. Donc, démanteler des équipements et aussi gérer les déchets ultimes, tout ce qui est colis, déchets, tout ça, c'est un savoir-faire. Il y a vraiment de la R&D derrière, il y a un savoir. Il y a le soutien à l'exploitation et l'ingénierie. Ça, je vais revenir parce que moi, je suis là. La partie emballage et services, donc c'est Orano TN. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, les gros emballages qu'on voyait qui transportent le combustible, c'est un savoir-faire. Vraiment, il y a une ingénierie derrière. Et il y a aussi Orano Med, que je connais moins, mais c'est pareil, vous tapez Orano Med sur Google, vous aurez des choses. Donc là, c'est des gens qui extraient en fait certaines radionucléides, qui les mettent sur des anticorps, qui vont venir se fixer sur les parties cancéreuses. Et apparemment, les résultats sont assez bluffants là. Je crois que c'est sur les dernières années, sur des cas vraiment des cancers avancés, apparemment ça marche bien sur les tests qu'ils ont faits. Aujourd'hui, c'est sur des phases de test.
Donc voilà, j'en sais pas plus, donc je ne veux pas vous dire de bêtises. Allez regarder, si ça vous intéresse, regardez sur Internet, vous tapez Oranomed, mais c'est une de nos activités. Ah voilà, c'est la seule animation de mon PowerPoint. Moi je suis là, donc, je suis sur la business unit ingénierie, et je vais vous parler de ça maintenant. Donc, je ne vais plus du tout vous parler du reste. Donc, ce que je vais vous parler maintenant, c'est un petit truc, quoi. C'est l'ingénierie du cycle. Donc nous, on est transverse. On est transverse sur quasiment toutes ces activités-là. Alors sur certaines plus que d'autres. Donc l'ingénierie, on s'appelle Orano Projet. On fait des projets, voilà, des projets d'ingénierie. Ça, c'est des chiffres qui, je crois, sont pas actualisés de cette année, je crois de l'année dernière. 250 experts. Voilà, 1600 collaborateurs, 200 recrutements par an, et c'est plus à jour, c'est aujourd'hui, je pense, cette année, c'est plus, donc on recrute. On est vraiment dans une phase de recrutement, c'est aussi pour ça que je suis là. Voilà, on a fait vraiment plusieurs centaines de projets avec des enveloppes qui vont du cœur au MEUR, plusieurs MEUR. Des petits projets, il ne faut pas négliger, on en a beaucoup, et des gros projets. On a une quarantaine de métiers, ça je vais revenir là-dessus sur le slide suivant, je crois. Et le HRB, c'est pareil, je vais y revenir. Ouais, les autres chiffres sont intéressants aussi, mais c'est ça qui est un petit peu la photo d'Orano. C'était pas le slide suivant, pardon. Ça, c'est les implantations d'Orano Projet. Donc d'Orano Projet, hein, pas d'Orano, d'Orano Projet. Donc c'est les bureaux. Donc vous en avez vraiment, voilà, dans le Cotentin, à Paris, bien sûr, et dans le sud de la France, et sur les sites industriels. On a aussi des bureaux au Royaume-Uni. Et aussi, on a des gens qui travaillent j'ai oublié le mot, voilà, c'est pas grave, j'exploite. Enfin bon, bref, des gens qui travaillent, qui sont au Japon, c'est juste qu'on n'a pas des bureaux là-bas. On a des gens qui sont dans d'autres pays. Donc là, c'est vraiment les implantations en termes de bureaux. Je vais pas retrouver le mot, mais c'est pas grave, un mot tout con, mais c'est pas grave. Donc là, j'arrive sur les différents métiers. Alors ici, ils ne sont pas tous, mais là, vous avez vraiment une photo de plein de métiers. Les métiers d'Orano Projet. Donc nous, on est divisé en plein de métiers, en fait. On appelle ça des métiers, on appelle ça des services ou des compétences, on appelle ça des métiers. Donc vous avez plusieurs types de métiers. Vous avez des métiers plutôt d'implantation, donc le supply chain, l'approvisionnement, la qualification des suppliers, des fournisseurs. Donc ça, c'est quand nous, quand on fait une spécification pour approvisionner de la matière, des inox ou de l'alu ou je ne sais quoi, eh bien, on va chez le fournisseur au Canada, au Japon ou je ne sais où. Et on est accompagné par plusieurs types de personnes, notamment les gens qui qualifient les fournisseurs. Donc ces gens-là, en fait, ils vont regarder si le fournisseur il a bien s'il est bien conforme à toutes nos exigences de qualité, par exemple. C'est pas une mince affaire et c'est extrêmement important. On a l'inspection aussi qui nous accompagne. Donc l'inspection, c'est les gens qui, après, quand on approvisionne la matière, ils vont regarder si le fournisseur, sur ses essais, il respecte bien les critères qu'on a pu lui demander de vérifier. Voilà, un critère sur la tenue mécanique, voilà, il faut tirer des éprouvettes, vous faites un essai en traction, vous avez l'allongement à la rupture, par exemple, qui ne doit pas dépasser certaines valeurs. Donc eux, ils font des essais, voilà, si vous commandez sur 10 ans, sur 10 ans, ils vous font sur chaque lot matière des essais de traction, et l'inspecteur vérifie sur 10 ans, même si vous, spécificateur, vous n'êtes plus là, il vérifie que la spécification est respectée. Je ne vais pas faire tous les métiers, mais j'en fais beaucoup. Après, il y a toute la partie management. Les chefs de projet, bien sûr, et leur bras droite, les coordinateurs. Leur bras gauche, le planning. Donc, le planning, c'est un métier. Il y a un métier planning. C'est un métier super important. Quand vous devez agencer un projet où il y a vraiment des centaines de tâches, entre tous ces métiers-là, qui se communiquent les données de base les uns les autres, j'en ai modifié, attends, du coup, moi le métier, il faut que je change tout, donc ça va changer mes autres données de base. Donc tout ça, en fait, il y a un planning. Donc on est une ingénierie, on doit respecter un planning. Vraiment, c'est on-time delivery, ODT, c'est vraiment, on a des jalons, et puis c'est très regardé. Donc ce métier-là, le métier planning, c'est un métier super important et c'est extrêmement technique, en fait. C'est extrêmement technique.
Ouais, pourquoi? Faire des projets. Ah voilà, donc... Ils ne comprennent pas pourquoi on leur demande de réaliser un planning, un budget. Voilà, donc si... Donc merci, ça vient de toi, c'est bien. Pour l'ingénierie, c'est important. Ouais, c'est vraiment, c'est le nerf de la guerre. Et c'est vraiment, c'est presque des coordinateurs. C'est pour ça que je parle de main gauche, main droite. C'est ma vision à moi. C'est peut-être pas une vision officielle, mais du chef de projet. Donc c'est vraiment un métier extrêmement important qui dialogue avec tous les métiers. Alors, il n'y a pas école planning. Hein. Donc si vous voulez devenir ingénieur planning, voilà, il n'y a pas d'école planning, quoi. Donc c'est des gens qui viennent de vraiment divers horizons et ils doivent comprendre ce que leur disent les autres personnes. Donc c'est vraiment un métier important. Bon, vous faites plus de technique forcément, vous faites du planning, mais vous avez une vision vraiment du projet extrêmement importante. Voilà, beaucoup parler du planning. J'aime bien le planning. Bien sûr, les ingénieurs qualité, extrêmement important. L'estimation, quand vous êtes en faisabilité, vous devez construire un équipement, construire un bâtiment, construire je ne sais pas quoi. Eh bien, au tout début, on estime combien ça va coûter. Donc ça, c'est un métier aussi. Donc estimer les heures d'ingénierie, mais aussi les approvisionnements matières. Enfin, vraiment estimer combien va coûter un projet. Bon, le cost control, c'est eux qui nous fliquent, nous, les ingénieurs, pour savoir... Non, je caricature, mais c'est les gens qui vont suivre, du coup, le coût du projet en fonctionnement. Donc, les heures, on pointe des heures, on ne pointe pas dans une badgeuse. Par contre, tous les mois, sur SAP, on pointe les heures qu'on a passées sur des codes d'imputation sur tel et tel projet, parce qu'on travaille toujours sur plusieurs projets. Enfin, pas toujours, mais souvent sur plusieurs projets. Et donc, ces heures sont suivies, en fait. Ces heures sont suivies parce que voilà, on alloue à tel financement de tel projet les heures que vous avez passées dessus. Donc c'est ces gens-là qui regardent ça. Bon, je ne vais pas faire tout. Hein. Ouais, je ne vais pas tout. Hein, pardon ? La documentation, qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus ? La documentation, c'est nous, la bibliographie, la littérature, c'est un de nos outils. Donc, par exemple, on a Elsevier, on a toutes les publications, enfin, peut-être pas tous les journaux d'Elsevier, mais le publicateur sur Sciences Direct, en fait, les publiés Elsevier. Mais si vous avez besoin en fait, de publications qui ne sont pas sur Elsevier, par exemple, eh bien, vous demandez à la documentation qui va gérer... Alors, ils ne font pas que ça. Hein. Il y a toute la gestion du patrimoine qui sont gérés par ces gens-là. Ce n'est pas l'un des plus gros métiers, mais c'est un métier important. C'est la gestion vraiment du patrimoine. Et vous avez tout... Alors, je ne sais pas s'il faut le mettre là-dedans ou dans un autre métier, mais on a tout un outil de gestion. Quand on fait une note technique, c'est nous, ce qu'on produit, nous, ingénieurs, c'est notre technique. C'est vraiment notre produit, donc il faut savoir écrire. Alors, pas du Shakespeare, mais voilà, il ne faut pas partir dans tous les sens, il faut vraiment aller à l'essentiel. Et donc, vous avez tout un outil de gestion de la documentation avec un système de validation. Vous êtes rédacteur, vous avez un vérificateur, vous avez un approbateur. L'approbateur, lui, il vérifie juste si le vérificateur et le rédacteur ont les compétences pour faire la note en question. Voilà ce que je pourrais dire sur la documentation. Je ne maîtrise pas tout. Hein. C'est vraiment une vision de ma fenêtre. En tout cas, c'est un point important. C'est un point important. Dans le déroulé d'un projet, de lire effectivement une biographie, compte rendu de réunion, étapes C'est ça. d'évolution, les jalons, etc. C'est quand ça marche, on ne le voit pas, mais quand ça marche pas, on le voit. Voilà, c'est vraiment ce type de métier, il faut que ça marche, quoi. Maintenant, je vais rentrer dans les métiers de l'ingénierie, quoi. Donc, c'est peut-être des métiers aussi qui vont vous intéresser. Donc là, il y a vraiment plein, et vraiment, je pense qu'il n'y a pas toute la liste. Donc, il y a les ingénieurs procédés. Alors, je vais commencer quand même par le quatrième point, les ingénieurs de sûreté. Donc, c'est vraiment, c'est un métier. Voilà, ils vont définir les exigences de sûreté avec le procédé, et d'autres métiers, mais ils vont définir les exigences de sûreté. Ils vont faire les rapports préliminaires de sûreté quand vous voulez quand vous voulez fabriquer un équipement. Il y a des exigences de sûreté à respecter qu'il faut décliner, qu'il faut définir, qu'il faut partager avec les autorités. D'abord de manière préliminaire, ensuite de manière finale. Donc ça va être ce métier-là. Le métier de procédé. Donc là, vous avez vu, on est surtout sur de l'ingénierie chimique. Enfin, on est sur des usines chimiques, quoi, essentiellement. Donc il y a beaucoup de chimie, donc beaucoup de procédés. Beaucoup de mécanique aussi, donc on a des ingénieurs procédés et leur déclinaison, hein, donc des chimistes, donc des gens qui font de la calcul-chimie, de la thermo, de la mécaflux aussi. On a l'installation générale. C'est quoi l'installation générale ? C'est vous fabriquer des cuves, des équipements, c'est bien gentil, mais il faut mettre des tuyaux entre. Et, vous n'en avez pas qu'un, quoi, des tuyaux. Il y en a vraiment beaucoup, donc c'est tout un métier. Donc, définir un métier, vraiment définir ces tuyaux, les vannes qui vont avec, leur diamètre, les matériaux associés. Donc c'est tout un métier. Donc c'est presque du procédé. La sûreté, j'en ai parlé. Le FOH qui est très important. La radioprotection, les matériaux. Ça c'est mon métier.
je reviendrai après. Bien sûr, tout ce qui est numérique, la data science, ce n'est pas tout à fait un métier, c'est plus un projet transverse, mais je l'ai rajouté. Parce que je pense que ça peut vous intéresser. Je ne vais pas en parler sauf si vous posez des questions. Si vous posez des questions, alors là, je vais vous en parler pendant 2 heures. Mais n'hésitez pas. Donc, il y a le démantèlement. Donc ça, j'en ai parlé, c'est un métier extrêmement important. La mécanique, donc vous en avez beaucoup d'équipements mécaniques. Donc c'est pareil, il faut des gens qui conçoivent ça. Boilermakers, donc c'est les chaudronniers. Quand il faut construire une cuve, voilà, c'est bien gentil, c'est pas évident. En fait, voilà, une tôle, il faut la plier, il faut l'emboutir, il faut souder. Donc tout ça, c'est des compétences. Donc c'est les chaudronniers, avec les matériaux aussi, mais les chaudronniers qui vont prendre un peu le lead là-dessus. Le génie civil, quand vous construisez un bâtiment, il faut que le bâtiment il tienne au séisme. Voilà. Par exemple. Les calculs de structure, donc ça c'est des gens à qui nous, matériaux, on fournit des données, il y a un slide après là-dessus, c'est des gens qui font de la résistance des matériaux, des calculs de résistance RDM, résistance de matériaux ou des éléments finis pour voir si l'équipement tient au séisme, tient à la pression, ce genre de choses, on va le voir après. La ventilation, un des confinements qu'il y avait sur la Hague, donc il y a des murs, mais l'un des confinements c'est aussi le confinement dynamique, donc on fait des dépressions entre pièces. Des pièces sur la Hague, il n'y en a pas que 3, il y en a beaucoup. Donc c'est un métier aussi, donc c'est toute une compétence. Donc il y a un métier ventilation, il y a un métier électricité. J'aurais dû le mettre en premier pour PES, mais voilà, je ne suis pas électricité, donc j'ai dévié. Un métier élec, donc qui est extrêmement important. Contrôle commande aussi, alors ils se parlent beaucoup ces gens-là. Quand vous faites une cuve, elle est instrumentée. Donc ces instruments, il faut les remonter à la salle de conduite. Donc c'est pareil, c'est tout un métier. Et alors il n'est pas là, mais le HRB, on a un hall d'essai à Beaumont. On va pouvoir faire des équipements échelle 1 pour les tester. Il y a un super creuset froid, notamment à Beaumont, où on va pouvoir faire aussi des essais corrosion, des essais sur les ciments, des essais. Alors on n'est pas le CEA, on ne fait pas de la R&D, on fait vraiment on fait de la R&D, mais c'est vraiment pour le besoin, c'est des essais plus rapides pour vraiment des besoins extrêmement industriels. Le CEA, eux, c'est plus sur le long terme, c'est peut-être plus réfléchi, quoi. On est vraiment, on a une question, il faut une réponse rapide, donc on va faire les essais, par exemple, au HRB. C'est un outil de recherche et de développement qu'on a. Voilà, on va passer beaucoup de temps sur ce slide-là. Il y a des questions ou pas? Il me reste encore une dizaine de slides, ça va aller vite. C'est juste des slides après, c'est juste des slides. Je ne sais même pas, j'ai pas du tout regardé le temps, je suis vraiment désolé. Ça, j'ai encore 15 minutes? Ouais, nickel. Du coup là, c'est quelques slides pour présenter certains de ces métiers. Voilà, je vous l'ai dit, j'ai déjà un petit peu spoilé ce slide-là. C'est les ingénieurs de calcul qui font des calculs de structure ou de résistance des matériaux. Donc là, typiquement, ça c'est un évaporateur de produits de fission. Donc ils le modélisent ici en éléments finis, puis vous regardez avec les ancrages s'il tient au séisme, s'il tient à la pression. Ils font aussi des calculs de fatigue, parce qu'en fait, il y a des cycles thermiques. Donc il faut regarder la fatigue des matériaux, s'il y a un problème de fatigue. Voilà, donc c'est ce métier-là qui va faire. Nous, côté matériaux, on ne fait pas ça, on va plutôt fournir les données de base, on regarde plutôt les propriétés intrinsèques des matériaux. Je vais venir après. L'ingénieur procédé, bon, j'en ai déjà parlé, là, je me répète. Donc c'est des gens qui vont développer, qualifier, industrialiser, mettre en service tous les systèmes de procédés qu'on a pu voir juste avant. Il n'y a pas un ingénieur procédé. Vraiment, c'est pareil, il y a vraiment plein de compétences au sein du procédé. S'il y a des questions, j'y répondrai. Ah voilà, 2 slides sur les matériaux. Ici, c'est Charlotte, ma chef, qui elle est à Melox, enfin à Pierre Latte, et qui fait ici des analyses Raman, sur Melox. Voilà. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On fait plein de trucs. Donc je vais me permettre de détailler un peu plus, je connais mieux. Quand on construit un équipement, il faut choisir le matériau. Il faut qu'il résiste à la corrosion, c'est de la corrosion. Il faut qu'il tienne mécaniquement, c'est de la mécanique. Il faut qu'il ait des propriétés neutrophages qui vont bien s'il a une fonction neutrophage. Il faut choisir les bons matériaux. On regarde d'autres paramètres, notamment le coût, la facilité d'approvisionnement, la facilité à fabriquer. Est-ce que c'est un matériau qui est soudable, pas soudable? Donc c'est ce genre de choses qu'on regarde. On choisit le matériau qu'il faut quand on construit un équipement.
Donc si c'est un équipement très particulier, là on va vraiment faire de la qualification de la R&D. Et sinon c'est plus facile, qu'on a énormément de règles, on a carrément des standards, c'est quasiment des normes qu'on a au sein d'Orano et on les applique un peu plus rapidement. On fait tout ce qui est suivi en service aussi, on regarde tout ce qui est suivi en service des équipements, est-ce qu'ils vieillissent bien, tout ce qui concerne la corrosion notamment. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, donc je ne reparle pas là. On fait des analyses post-mortem, ça moi j'en ai fait, donc je vais en parler un petit peu plus après. Donc, quand il y a un équipement qui a fui ou qu'il faut remplacer, eh bien, même pour nous, mais les autorités de sûreté aussi nous demandent, il y a déclaration d'incident, et on doit comprendre pourquoi. Donc eh ben, dans certains cas, on récupère des échantillons, on fait des analyses dessus. Ou des analyses, ou même si, voilà, sur un équipement en place, pour voir si, genre de prélever des morceaux de polymère, c'est un équipement en polymère, pour voir comment il vieillit, et pour mieux le suivre et mieux calculer sa durée de vie. Voilà. Deuxième slide, hop, et dernier slide sur les matériaux. Donc pour faire tout ça, en fait, il y a plein de compétences dans le sein du métier matériaux. Je ne l'ai pas dit, mais on a une vingtaine de statutaires, métier matériaux, statutaires, donc CDI, répartis sur 3 sites, en Normandie, à Paris et dans le sud de la France. Et parmi ces 20 statutaires, on a aussi des CDD et des intérims, bien sûr. Eh bien, les gens maîtrisent plus ou moins bien un certain nombre de ces capacités-là. Alors, il n'y a pas d'expert absolu, mais voilà, les types de capacités, c'est les caractéristiques chimiques et mécaniques des matériaux. Donc, matériaux polymères, métalliques, aussi les céramiques, moins les céramiques. Donc, tout ce qui est chimie, donc un peu la propriété en corrosion, c'est le tiré d'après, je crois. Et aussi mécanique, j'ai parlé des essais de traction tout à l'heure. Donc la corrosion, voilà, comment il se comporte, notamment face aux différents milieux dans l'acide nitrique. Il y a plusieurs milieux nitriques et d'autres milieux. Comprendre comment ils se corrodent, comment ils se comportent, comment ils vieillissent, en fait, c'est ça qui nous intéresse. Le comportement aussi sous rayonnement, bien sûr. Il faut aussi maîtriser tout ce qui est approvisionnement. Hein. Quand on approvisionne des matériaux, en particulier des matériaux particuliers, il faut écrire une spécification à votre fournisseur, un sidérurgiste qui est en France, qui est au Japon, aux États-Unis, au Canada, bref. Donc vous allez faire une spécification où vous allez demander le strict besoin. Vous n'allez pas non plus demander plein de trucs qui ne servent à rien, sinon ça se ressent sur le coût matière après. Il faut demander le strict besoin, mais il faut demander vraiment des choses, des respects d'exigences qui concernent en fait la conception de notre équipement. Le soudage, donc les différentes techniques de soudage, tous les aspects réglementaires, donc toutes les normes qui sont associées au contrôle de ces équipements-là, à l'approvisionnement. Donc il y a plein de normes sur les matériaux, c'est extrêmement riche, c'est très intéressant. Tout ce qui est contrôle, tout ce qui est technique d'analyse, donc des contrôles non destructifs pour suivre les épaisseurs. Je parlais de Pulper ultrason tout à l'heure, mais ça peut être aussi des analyses chimiques, donc de la spectro, les différents types de spectro, ce genre de choses. Les essais mécaniques, des essais corrosion, voilà. Et tout ce qui est méthode. Voilà, comment on calcule la durée de vie d'un équipement. Comment on calcule la durée de vie d'un équipement. Comment vous dites votre équipement, il va durer 30 ans à votre exploitant avant qu'il le change. Donc il faut déjà définir tous les mécanismes de vieillissement qu'il va y avoir, corrosion, irradiation, vraiment il faut définir ça. Et après il y a des méthodes qu'il faut décliner pour calculer ça. Donc là il y a toute une maîtrise aussi pour faire ça. Là je vais aller vite parce que là quand même ça commence à être long, donc je vais aller un petit peu plus vite. Donc juste là, ce qui est intéressant sur ce slide-là, ça concerne plusieurs métiers, ce slide-là, c'est les différentes phases d'un projet. Quand on veut construire un équipement ou quoi que ce soit, il y a toujours une étape de faisabilité, une étape APS, avant projet sommaire. Vous faites les premiers calculs avec des préliminaires, avec des données de base préliminaires, et vous rendez un premier rapport de sûreté préliminaire, RPS, aux autorités pour avoir une première discussion. Après cette phase-là, vous avez l'APD, l'avant-projet détaillé, où là vous refaites la même chose mais de manière finale. Voilà. Et après la réalisation du projet, donc la construction de l'équipement, l'approvisionnement. Ça c'est la vision théorique. En général, on doit jongler. Si vous faites tout, si vous attendez. Alors il y a quand même des jalons. Hein, on ne passe pas en avant-projet détaillé comme ça. Il y a quand même des jalons. Mais voilà, il y a des fois, il faut jongler un petit peu. Il y a des itérations, quoi. Voilà. Donc ça, j'ai dit que j'allais passer vite.
Support exploitant, je vais passer vite. Le démantèlement, je vous en ai parlé, donc c'est tout ce qui est assainissement, tout ce qui est déchets, la maîtrise des emballages, ce genre de choses. Et le conseil d'expertise, donc ça c'est pareil, on retrouve par exemple l'IA pour le machine learning là-dedans. Je vais passer aussi pour aussi, le projet aussi je vais passer, sauf s'il y a des questions, bien sûr. Mais pour arriver à la dernière partie, qui est un peu plus courte, qui est beaucoup plus courte, il n'y a que 4 slides. Mais je vais prendre les questions d'abord sur... je suis loin d'avoir été exhaustif, j'espère avoir pas dit trop de bêtises. Donc s'il y a des questions, s'il y a des commentaires, n'hésitez pas. Bon, est-ce qu'il y a des métiers qui vous intéressent plus que d'autres là-dedans Le TPS, finalement, c'est une école assez généraliste. Donc, par exemple, devenir ingénieur matériaux, on va voir un peu comment je le suis devenu. Mais voilà, je pense que TPS peut être intéressé par pas mal de métiers dans la liste, quoi, l'ingénierie. Ah, super. Quel projet de data science est-ce que vous avez fait déjà à Orano? Très bonne question, merci de la poser. Du coup, j'attendais cette question, effectivement. Alors, des projets... donc, la data science, c'est un outil. Alors, je vais caricaturer. Arrêtez de filmer. Non, je vais caricaturer. C'est comme si voilà, les gens, au début, il n'y avait pas Excel, quoi. Ils étaient là avec leurs réglettes, leurs règles de Pascal, etc. Il y a Excel qui arrivait, il n'y a pas eu un projet Excel, quoi. Excel, c'est un outil, quoi. Il doit être utilisé par tout le monde, quoi. Finalement, l'IA, c'est pareil. C'est un outil, il n'y a pas un exploitant qui va me dire je veux un IA. C'est moi, je veux construire tel équipement, je veux que mon uranium il soit enrichi, c'est ça que je veux, quoi. Eh ben, vous déployez plein d'outils, dont la calculette, dont Excel, dont Python, dont le machine learning si vous en avez besoin. On en parlait tout à l'heure avec les étudiants, là, le machine learning. Donc là, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc nous, on l'utilise. Le machine learning, donc, alors il y a l'IA, c'est une grande famille, donc il y a le deep learning, ça je ne vais pas trop en parler. Le machine learning, on a des compétences en deep learning, mais c'est surtout le machine learning aujourd'hui où on développe nos compétences. Ça va être de la modélisation, donc combler des trous. Si vous faites une qualification matériaux, parfois, voilà, les données évoluent, vous n'avez pas l'essai qu'il vous faut, pile poil dans le milieu qu'il vous faut, mais vous avez plein d'autres essais, hop, régression. Et vous pouvez combler, vous pouvez prédire donc le résultat sur l'essai qui vous manque. Ça ne sera pas satisfaisant pour les autorités de sûreté. Si c'est un essai qui est important sur une exigence de sûreté, ça ne sera pas suffisant aujourd'hui. Il n'est pas question, ce que je sache, d'utiliser du machine learning pour faire des justifications présentables dans des autorités de sûreté, à ma connaissance. Mais par contre, ça peut dérisquer. Dire au projet, regardez, il n'y aura pas de problème. Par contre, il faudra faire les essais, mais il n'y aura pas de problème. Donc, c'est plus une urgence. Parce que le chef de projet, il a ça d'urgence sur son tableau, enfin ça de très urgent, ça de urgent, ça de moyennement urgent. Donc, vous pouvez en fait l'aider à savoir où placer, dans quelle pile placer votre manque de données. L'autre truc super puissant de l'IA, ça va être les surrogate modèles. Aujourd'hui, par exemple, en Mekaflu, on a des ingénieurs. Moi, je ne suis pas ingénieur IA, je suis utilisateur, mais on a des ingénieurs IA qui font ça très bien, notamment en Mekaflu, c'est un exemple. Un surrogate modèle, c'est aujourd'hui, vous avez des modèles physiques qui peuvent être très longs à calculer. Des modèles, par exemple, Mekaflu, qui peuvent être très longs à faire tourner. Le calcul est très long. Si vous devez en faire plein, ça va vous prendre beaucoup de temps de calcul. Et si toutes les 2 semaines, on vous dit attends, j'ai changé la donnée de base parce que tel métier et tout, il faut que je relance mon calcul. Donc les surrogate modèles, en fait, c'est vous faites plein de calculs, vous faites une matrice de calcul et vous faites tourner le machine learning là-dessus, vous faites de la régression, et vous avez un modèle de régression qui a été entraîné sur tous vos calculs physiques. Ça s'appelle un surrogate modèle, et lui, il va prendre... je pense que c'est de l'ordre de la seconde. Après, je ne suis pas ingénieur machine learning, mais lui, il va prendre quelques secondes à s'exécuter, quoi. Donc, c'est un super avantage des surrogate modèles. Donc, nous, aujourd'hui, c'est vraiment les utilisations qu'on voit. Enfin, moi, personnellement, c'est les utilisations que je vois. Donc, beaucoup de régression. Donc, le machine learning, c'est de la régression et c'est de la classification. Beaucoup de régression. Un petit peu de classification aussi, c'est quand même intéressant, la classification. Mais on ne va pas se cacher qu'il y a beaucoup de... Enfin, moi, personnellement, dans mon métier, la régression, c'est très intéressant, quoi. Merci. Donc, vous pouvez les réserver pour après, hein, si jamais vous doutez. Je passe à la suite. Donc, voilà, bonjour, je m'appelle Axel Richard. Je ne m'étais pas présenté. Donc, je suis ingénieur
ingénieur matériaux, je ne sais pas si je l'avais dit d'ailleurs, et expert senior aussi, depuis l'année dernière. Donc moi j'ai fait PS, donc à l'époque l'ENSPS, qui est devenu TPS donc, par la suite, mais entre 2006 et 2009, donc ça fait à peu près 15 ans. Après ça, j'ai fait le master, en dernière année, le master subatomique, qui m'a emmené en fait à faire une thèse matériaux. Voilà, donc une thèse matériaux au CEA. Je vais faire une thèse plutôt industrielle. Alors c'est pas des thèses CIFRE, hein, c'est des thèses normales, mais le CEA c'est la recherche pour l'industrie. Donc c'est quand même, ils ont des moyens. Ils ont des moyens. Le CNRS aussi, hein, des autres thèses sont extrêmement intéressantes aussi. Mais le CEA, voilà, ça m'intéressait, puis je voulais aller dans le nucléaire. Alors à l'époque, le nucléaire n'avait pas le vent en poupe qu'il a aujourd'hui. Donc c'était un cas peut-être un peu plus particulier. Je voulais dans le nucléaire, et donc j'ai postulé à une thèse matériaux. J'ai 2 slides après, pour la résumer très rapidement. Grâce à mon master subatomique, mais j'avais fait un stage, j'ai fait donc mes 2 stages en Chine, et le dernier j'avais fait un équivalent du CEA à Pékin, où en fait on calculait, on modélisait des sections efficaces de fusion par rapport à la diffusion, de fusion d'éléments lourds. Voilà, ils balançaient des éléments lourds, du strontium sur du zirconium, je ne sais plus quel isotope, et puis voilà, vous calculez la section efficace, donc la probabilité de fusion par rapport à la diffusion. Il y avait des modèles là-dessus, alors eux c'était des expérimentateurs. Moi je fais mes petits modèles route. Je caricature, mais à 2 balles sur route, quoi. Et eux, ils disaient trop génial et tout, parce qu'en fait, ils ne programmaient pas. Donc, on a même fait des publications dans le domaine, donc ça a super bien marché. C'était pas à 2 balles, hein, je rigole, mais c'était. Moi, enfin, avec le regard, je suis peut-être trop modeste, mais j'avais pas. Enfin, c'était vraiment. J'avais pris les publications, lire les différents modèles, j'ai implémenté ça sur route, j'avais fité sur les données, ça marchait bien, super. Et on pouvait faire du tuning du modèle. En fait, c'est ça, en fait. Vous tunez vos modèles, les paramètres que vous avez dans vos modèles, pour sortir des paramètres en les fitant sur les données. Donc ça a bien marché, j'étais content. Et ça m'a amené. Donc j'ai postulé à 2 thèses au CEA, une en subatomique où ils m'ont même pas répondu. Et puis une sur le Ganil, je crois, et puis une sur les matériaux où je n'attendais pas grand-chose. Et là, ils m'ont dit « Ah ouais, c'est intéressant, on travaille sur des grands instruments, ce que vous avez fait en subato, ça peut être intéressant. » Ça en fait strictement rien à voir, mais j'ai atterri là, quoi. Donc une thèse matériaux, et puis juste après, j'ai été pris chez Areva à l'époque, qui est devenu donc Orano, pour la partie Fuel Cycle. Vous connaissez Orano, hein, je pense, peut-être. Areva, je pense que vous connaissez, donc c'était notre ancien nom. J'ai 2 slides, j'ai plus que 3 slides. 2 slides sur ma thèse. Alors pourquoi j'ai mis 2 slides sur ma thèse? En fait, ça n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Je me mets à votre place. Est-ce que je dois faire une thèse? C'est quoi une thèse? Une thèse, c'est un CD de 3 ans. Ah, super, j'ai juste une petite question de curiosité, parce que je connais quelqu'un d'autre qui était à Areva, et il avait également fait le début de son cursus en Chine. Est-ce que c'est quelque chose qui est courant chez Areva? Est-ce que c'est concours de circonstances? Non, pas du tout. Alors, moi, alors là où j'ai fait mon stage, j'ai le premier caucasien. Donc, c'était pas courant. Ils m'ont dit, déjà, parce qu'eux, ils avaient un matériel. Moi, je voulais aller en Chine, quoi. J'ai fait mon premier stage de 2e année en Chine au Liama. Ça existe, c'était M. Fogarassi qui avait des contacts au Liama, donc j'avais pu faire mon stage de 2A là-bas. Et en dernière année, donc j'étais en subatomique, donc à l'IPHC à Cronenbourg, j'étais allé voir les différents chercheurs, c'était pas un enseignant, c'est Christian Beck qui m'avait trouvé en fait. Il y avait un contact en Chine au CIAE, au CEA là-bas, l'équivalent du CEA là-bas, et avec un vieux professeur chinois de plus de 70 ans à l'époque. Et il lui avait fait croire que je connaissais un de leurs codes Fortran et tout, ils étaient intéressés, je ne sais pas du tout. Donc je suis allé là-bas et mon stage s'appelait barrière coulombienne. Je sais plus ce qu'on fait subatomique. Voilà. Un stage qui s'appelle barrière coulombienne, ça fait un peu peur, quoi. Je disais tout à l'heure, c'est comme si les gens qui sont en élec, vos stages, c'est le transistor. Le stage de 3A, j'étais allé un petit peu quand même dire waouh. Et les premières semaines, donc ils m'ont mis sur l'accélérateur Tandem, qui est un accélérateur qu'ils avaient récupéré par les Russes qui avaient donné. Et en fait, ils m'avaient fait commencer à faire des soudures là-dessus. Je disais, ouais, je suis arrêté où et tout. Donc c'est là où j'ai commencé à amener mon ordinateur, à faire des modèles. Et là ça a bien marché. Je diverge. Mais non, pour répondre à votre question, je ne connais pas beaucoup de gens chez nous. Mais en fait, Orano aime bien ces expériences à l'étranger. Ou pas. Hein. Vraiment, c'est ça qui a intéressé. À l'époque...
Orano voulait vendre une usine en Chine à des partenaires commerciaux en Chine, donc refaire la Hague par exemple en Chine. Donc c'est des choses, ouais, mon CV, en Chine, lui, on va le mettre par-dessus. Voilà, donc j'ai été pris, parce que je ne connaissais pas du tout, moi j'ai postulé chez Areva, je ne connaissais personne, c'est sur le site areva.com, j'avais postulé, et je pense que c'est un des trucs qui a mis mon CV au-dessus de la pile, quoi. Donc je suis arrivé, voilà, je suis arrivé dans les derniers avec d'autres collègues thésards qui faisaient la thèse, qui faisaient leur thèse au CEA Cadarache aussi, et c'est moi qui étais pris. Voilà. Donc non, pas particulièrement, c'est juste qu'on aime bien, voilà, ce genre d'expérience. Faites vos stages à l'étranger, c'est extrêmement enrichissant, et ça attire l'œil aussi. Et la Chine, la Chine ont beaucoup de moyens. Aujourd'hui, la Chine, en termes de R&D, ils mettent du pognon. Ça commence à devenir extrêmement intéressant d'aller faire son stage en Chine. Oui, bah oui, nous aussi à l'époque. Tu vois, j'en ai fait 2, quoi. Je suis allé 2 fois en Chine. Hein? Oui, c'était déjà toi. C'est il y a 15 ans. Le temps passe. Mais bon, on se bonifie. C'est parfait. Une thèse, c'est quoi? Faut pas avoir peur d'une thèse. Hein. Alors, ça dépend du sujet. En fait, il faut regarder le sujet. Une thèse, c'est un CDD de 3 ans. CDD de 3 ans, c'est tout. Alors, surtout, si vous êtes au CA, vous ne ferez pas de vacations, vous ne ferez pas de cours. Parce que si vous faites une thèse au CNRS ou quoi, vous pouvez faire des cours ou des TD. Au CEA, non, vous ne faites pas ça. Donc, vous êtes un ingénieur parmi d'autres. Alors, vous êtes un thésard. C'est vrai que je suis filmé, donc je ne vais pas. Donc, vous êtes un thésard. Non, je rigole, bien sûr. C'est une super expérience, les thèses au CEA. C'est des thèses qui sont vraiment à portée industrielle. Et donc, vous êtes votre chef de projet. Vraiment, il n'y a pas d'autres expériences. Les autres expériences, les SS2I, les intérims, c'est extrêmement intéressant aussi. Mais voilà, mettez la thèse au même. Quand vous allez réfléchir à vos opportunités après, regardez toutes les possibilités. La thèse, il ne faut pas vous dire, ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, ils ne savent pas ce que c'est. Ouais, c'est bon, j'ai arrêté avec les études. Ce n'est pas des études, c'est un CDD de 3 ans. Et vous êtes votre chef de projet, vous allez faire des publications, vous êtes obligé de communiquer, vous êtes obligé de gérer vos échantillons, vous êtes vraiment garant de vos propres résultats. Vous avez un projet sur 3 ans, à la fin, il faut un rapport, il faut que ça plaise. Alors par contre, moi, mes cheveux blancs se sont arrêtés, mais j'ai eu tous mes cheveux blancs en thèse. C'est vrai, je suis filmé à chaque fois, j'oublie, mais non, c'est une blague, bien sûr. Mais par contre, c'est une expérience qui est extrêmement éprouvante. Mais c'est extrêmement intéressant. Donc réfléchissez-y. Je ne l'ai pas mis là, mais si vous voulez vous faire une idée, allez sur le site qui propose les thèses du CEA. Donc, alors, j'espère que mes chefs ne verront pas. Je fais de la pub pour le CEA. Je ne suis pas là pour faire la pub au CEA, mais moi, je vous dis, allez sur le site de l'INSTN. C'est le site de l'INSTN. Et vous avez toutes les thèses du CEA, de tous les départements du CEA. Donc, vous avez à boire et à manger. Regardez-les. Regardez les titres. C'est vraiment très intéressant. Déjà, vous voyez ce qu'ils font au CEA et vous allez voir des trucs. Vous allez dire, mais en fait, c'est super intéressant, je vais peut-être postuler. Donc, voilà, je fais de la pub au CEA, c'est gratuit. Allez-y, regardez, étudiez cette opportunité-là. Il y a des thèses en astronomie, en astrophysique, il y a des thèses en matériaux, il y a des thèses en détecteurs. Il y a vraiment il y a de tout. Je crois que j'avais même vu à un moment une thèse qui regardait en sidérurgie comment récupérer le laitier dans les hauts fourneaux et dans les procédés sidérurgiques pour essayer de le valoriser. Enfin, j'avais vu ça passer à un moment. Il y a vraiment de tout. Allez voir. C'est extrêmement intéressant. Ma thèse au CEA, ouais, je vais aller super vite. Donc moi, ma thèse au CEA, c'était au CEA Cadarache, au département d'études du combustible. L'alternative de la Hague, c'est de ne pas retraiter, donc de stocker votre combustible direct. Les céramiques, en fait, c'est des polycristalles, et ils se posent des questions si au bout de 10 000, 100 000 ans, la céramique va rester entière ou si elle va se désintégrer sous forme de plans de petits grains sous l'effet de l'auto-irradiation. Là, c'est ce que vous voyez, c'est ce qui s'est passé sur des céramiques de PuO2, qui ne sont pas représentatives du combustible, mais qui, sous l'auto-irradiation, se sont désagrégées, quoi. Et ça va jouer sur les cinétiques de relâchement des radionucléides dans l'environnement, parce qu'au bout de 10 000 ans, 100 000 ans, vous avez un retour en eau nominal. Et donc tout ça, c'est calculé par le CEA, par l'ANDRA, et ce sont des paramètres qui sont extrêmement importants. Donc, alors, on ne va pas attendre 10 000, 100 000 ans. Une thèse, 3 ans, c'est bien. Une thèse de 10 000 ans, là, j'ai un peu vendu la thèse de 10 000 ans de thèse, c'est un peu trop. Donc, on va utiliser d'autres techniques
Donc c'est pas la seule, mais il y a des techniques qu'on va implanter en produit de fission stable ou en hélium du dioxyde d'uranium. C'est les céramiques qu'on voyait au tout début. Et puis on va faire de la DRX essentiellement. On va calculer en fait les tenseurs de déformation qu'on a produits en implantant. Et on va regarder en fait avec des techniques de caractérisation micrométrique. Là, vous voyez un grain, donc c'est un polycristal. C'est un zoom sur la céramique qu'on voyait tout à l'heure. Là, si on zoome, vous avez un polycristal, donc c'est de la matière. Donc vous avez des grains de matière qui font à peu près aller plusieurs dizaines de microns de diamètre. Et en fait, avec des micro-faisceaux, là, sur synchrotron à un Grenoble, vous pouvez déterminer en fait la quasi-totalité du tenseur de déformation et voir comment se comportent les déformations au niveau des joints de grains. Commencer à alimenter les données de ce qui se passe au niveau des joints de grains sous implantation. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que ça ne va pas tenir? Est-ce que les grains vont rester entiers à différents types de fluences d'implantation, donc différents types de durée dans le temps. Je vais très vite, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est mon dernier slide. Donc j'étais très long, j'espère que je n'ai pas été trop long. Ça, c'est ce que je fais chez Orano, donc depuis 10 ans. Enfin, un peu plus, bon, je suis arrivé chez Orano en 2013, donc 10 ans. Donc vraiment plusieurs types de projets. Donc c'est de la qualification de matériaux, j'en ai parlé tout à l'heure, donc de la qualification des propriétés de corrosion, mécanique, neutrophage des matériaux. J'en parle pas plus, j'en ai parlé tout à l'heure. Des expertises post-mortem. Donc là, c'est moi en haut, là, en haut à droite. Donc des expertises post-mortem sur des équipements. Là, c'est un équipement, un produit un évaporateur de gaz de fusion, donc qui a été donc démonté, découpé, démonté. Et nous, on a récupéré des échantillons pour les caractériser, pour voir comment ça s'est comporté. Voilà, par exemple, on a fait des coupes transverses sur des soudures. C'est vraiment ce type d'expertise. Vous avez votre question là tout à l'heure. Donc ça, c'est des pièces qu'on peut prendre en main. Je les ai pris en main parce qu'elles ont été assainies. Donc il y a eu des rinçages cérium. Ils ont divisé par plusieurs ordres de grandeur la radioactivité. Il y a certaines pièces qu'on manipulait avec des moyens de téléopération. Donc une simple photo ou une simple mesure d'épaisseur devient compliquée. Donc il fallait organiser tout ça. On n'a pas fait que des mesures d'épaisseur des photos, on a fait aussi de la spectro, enfin de l'EDX, ce genre de choses. Tout ça, on a fait une publication. Si ça vous intéresse, je pourrais vous la forwarder, les publics. Des études un peu plus ponctuelles pour même des clients qui sont externes à Orano. Voilà, faire des inventaires en hydrogène dans les matériaux, les différents types d'isotopes de l'hydrogène dans différents types de matériaux. Bon, je passe les détails, de l'approvisionnement, de l'innovation, donc innover dans la détection. Je ne sais pas si vous connaissez la myographie, peut-être certains d'entre vous. Les muons, vous savez ce que c'est qu'un muon, là, ceux qui sont sur bateau, là, les muons, donc c'est un électron, dans le modèle standard, c'est un électron, mais qui est un peu plus lourd, quoi. Donc les muons, ils sont créés en haute atmosphère, et ils ont le temps d'arriver sur Terre. Ils sont extrêmement énergétiques, donc ils traversent vraiment plusieurs centaines de mètres de roches. Donc il y a aussi de mètres de génie civil, vous savez ce que je veux dire. Et on peut en fait faire des imageries avec ces muons-là. Ça ressemble à de la radiographie, mais en fait vous faites de l'imagerie avec les muons. Ouais, vous connaissez, non? Voilà, donc ces équipes du CEA qui ont fait imager les pyramides. Il y a plein d'autres trucs. Si vous regardez vraiment, il y a plein d'autres trucs, notamment des applications dans le nucléaire. Ils ont imagé. Il y a plein de fournisseurs. Maintenant, on est vraiment dans de l'innovation. C'est-à-dire que ça sort du domaine de la recherche. Maintenant, il y a plein de startups, plein de fournisseurs qui ont fait des choses. Il y a une publication, il y a une autre équipe française, là plutôt du CNRS. Donc c'est Muodim qui a fait aussi, qui ont imagé une publication là-dessus, ça vous intéresse, qui ont imagé un haut fourneau. Donc, alors, je ne sais pas si d'urgiste, je vais peut-être m'avancer un peu trop, mais il me semble que les hauts fourneaux, ce qui se passe dans un haut fourneau, c'est pas vrai, c'est plus de la théorie, du calcul. Je crois que les Japonais ont fait une trempe sur un haut fourneau, ils l'ont coupé en deux pour voir. Alors, un haut fourneau, c'est 10 mètres de haut, je ne sais pas si vous voyez. Ils l'ont coupé en deux pour voir un peu comment c'était dedans, mais ils ont fait une trempe, quoi. Donc comment on fait pour instrumenter, pour suivre ce qui se passe? Donc là, ils ont fait une publication sur la myographie, ils ont utilisé la myographie. Donc c'est des muons, c'est gratuit. C'est gratuit, vous mettez, en gros c'est passif, pas comme les rayons X où vous avez une source à gérer, et vous pouvez imaginer ce qui se passe c'est impressionnant ce qu'ils ont fait. Donc ce que fait le CEA, ce que fait le CNRS, il y a plein d'autres startups qui font ça, notamment des Anglais qui ont fait aussi des choses, pas mal de POC, proof of concept, preuve de concept, pas mal de POC sur des applications nucléaires, notamment des colis de déchets avec des barreaux d'uranium dedans, est-ce qu'on les voit ou pas? C'est très fort. Donc ça c'est l'innovation. De l'approvisionnement, j'en ai parlé, des études ponctuelles, j'en ai parlé. Je suis aussi un petit peu impliqué, on parlait d'IA, de la digitalisation, donc on a un patrimoine énorme en termes d'essais. Par exemple, sur la corrosion, c'est des milliers d'essais. Donc c'est depuis les années 80, 70 qu'on a des rapports.
Donc, voilà. Donc, moi, ça fait quelques années, je me suis dit, tiens, on va faire des bases de données. Donc, ça fait 6 ou 7 stages. On embauche des stagiaires, là, de 6 mois, qui font ça. En fait, les stages sont super intéressants parce qu'on fait toujours 3 mois de base de données et après, on fait des applications, machine learning, c'est un peu le stagiaire qui choisit. Donc, je fais ça aussi pas mal. Alors, c'est que quelques pourcents de mon temps, mais je fais ça pas mal. Et aussi, un petit peu, j'essaie de me spécialiser aussi sur tout ce qui est analyse statistique, en plus de l'IA. C'est pas la même chose, la stat et l'IA. Les stats aussi, on en a toujours besoin, c'est toujours intéressant. C'est un outil dans lequel j'essaie de me spécialiser aussi, mais c'est quelques pourcents de mon activité. Et je pense que j'ai fini, je vais m'arrêter là. Je suis désolé, j'ai beaucoup parlé, je parle beaucoup. Donc allez-y, posez des questions. Je suis à votre dispo. Ça vous a intéressé, ouais, c'est, du coup, allez-y. Après votre thèse, lorsque vous avez été en entreprise, parce que des fois en France, on est un peu conditionné en sortie de thèse à faire de la recherche, etc. Ça a été assez facile, on va dire, l'adaptation en entreprise, etc., en sortie de thèse? Ouais, c'est des humains, quoi. C'est des humains. Déjà, c'est des humains partout, donc l'expérience que vous... c'est un peu cru ce que je dis, mais l'expérience que vous faites en thèse, vous allez apprendre à communiquer, à gérer votre propre projet. C'est des armes qui sont extrêmement intéressantes pour l'ingénieur. Ça va par contre énormément dépendre de votre sujet de thèse. Moi, pour ma thèse, ça a été le cas. J'ai eu un encadrant exceptionnel, j'ai un directeur de thèse exceptionnel. J'ai eu les conditions, et je pense qu'au CEA aussi sont assez tournés vers l'industrie. Mais le CNRS, c'est pareil. Je pense que les thèses du CNRS sont extrêmement... Par la myographie, si vous avez des contacts, voilà, je connais des fournisseurs qui seront peut-être intéressés. Je ne sais pas s'ils proposent des thèses, mais il n'y a pas que le CEA. C'est juste, moi, je vous parle du CEA parce que j'ai fait ma thèse au CEA, donc c'est quand même tourné vers l'industrie. Par contre, si vous faites une thèse en astrophysique, forcément, il y a moins de chances que ça vous entraîne vers le monde industriel. Quoique, ce que je disais tout à l'heure, moi, mon binôme, du coup, de PS, lui, il a fait l'option astro. Alors, j'espère que je ne vais pas dire de conneries, mais il a fait sa thèse après à Grenoble. Il a dû faire un post-doc à la NASA et aujourd'hui chez Airbus. Ça fait une dizaine d'années, il est chez Airbus Space and Defense, je crois, et je crois qu'il est devenu même manager projet maintenant. Quand vous faites astrophysique, voilà, vous faites du traitement d'image aussi, pas mal, et puis Airbus, tout ce qui est satellite, tout ça, il y a pas mal de traitements d'image. Donc pour vraiment répondre à votre question, non, mais c'est pareil si vous faites une SS2I ou une intérim, ça va dépendre vraiment où vous allez atterrir. Si vous êtes vraiment, si on vous met dans une pièce, vous n'avez qu'un seul interlocuteur qui vous donne des tas de presse, quel que soit votre milieu, ça ne va pas vous aider pour la suite. Si vous êtes dans cette condition-là, vous avez intérêt à changer de milieu. Je vais juste dire un truc sur la thèse. Si vous hésitez sur une thèse, regardez les sujets. Il y a juste un truc que vous devez vérifier, c'est est-ce que vous êtes prêt à vous engager 3 ans ou pas. Parce que si vous arrêtez à la moitié de la thèse, pour vous, c'est dommage. Et pour les gens, les chercheurs qui ont fait la thèse, aussi, ils perdent leur financement. Ils n'ont plus qu'1 an et demi de financement, quoi. Si vous restez qu'1 an et demi, donc ils ne peuvent pas reproposer une thèse, quoi. C'est le seul truc que vous devez vérifier pour la thèse. Les autres expériences sont très bien aussi, mais vérifiez si vous êtes prêt à vous engager 3 ans, en fait. C'est le seul truc qu'il faut regarder. Voilà, donc j'espère avoir répondu à votre question. Donc oui, c'est extrêmement... moi, ça s'est fait naturellement. Et pour vraiment répondre à votre question, dans le métier matériaux, il y a à peu près moitié-moitié. Moitié de thésard et moitié de non-thésard. Et honnêtement, moi je pense qu'au bout de 5-10 ans, plus personne ne fait la différence. Tout le monde s'en fout. Au début, c'est un tremplin. Après 5-10 ans, ce que vous avez fait 5-10 ans auparavant, ça vous donne une coloration. Mais moi, avec mes collègues, ceux qui ont fait une thèse ou pas, je vous mets au milieu de nous, vous ne pouvez pas deviner qui a fait une thèse ou pas, quoi. C'est une expérience de 3 ans. Si vous faites une SS2I, il y a des SS2I qui sont extrêmement intéressantes aussi. Et vous allez voir peut-être moins profondément des sujets, mais beaucoup plus de sujets. C'est aussi extrêmement intéressant. Pas d'autres questions ? Juste ça vous a intéressé, non ? Juste pour faire un petit sondage, ouais. Je n'ai pas trop perdu, je peux être... Ça va ? Pas nickel.
N'hésitez pas, si vraiment vous avez des questions après, je pense que je peux laisser mon mail, c'est simple, hein, donc moi c'est Axel Richard, mettez axel.richard@orano.group. Vous avez des étudiants de toute façon ici qui connaissent mon adresse, donc si vous avez des questions, vous pouvez me les poser, il n'y a aucun souci.